Salut Sylvain, Ouais, salut Mathieu. ça va? Ça va, impeccable. Alors t'es confiné dans ta voiture là? Voilà, c'est ça. C'est l'époque du confinement, hein, donc voilà, on se confine de partout. On fait attention, surtout voilà, faire attention. Il y a 7 mois, on t'avait appelé déjà, c'était le premier confinement. Là, on en est au deuxième. Les choses n'ont pas vraiment beaucoup changé à ce niveau-là. En revanche, Joan Mir et Suzuki sont devenus champions pilotes et équipe. Tu dois être ravi, non? Bien sûr, c'est une saison exceptionnelle pour nous, pour Suzuki, pour tout le projet, toute l'équipe. Voilà, donc ouais, c'était une saison un petit peu folle, hein, mais Johan, il a su rester régulier, marquer des points quand il fallait, la victoire à Valencia et ouais, le titre. Et puis pour Suzuki, voilà, le titre team aussi, c'est pas passé loin du Grand Chelem, hein, aussi à Portimao. Mais globalement, c'était une saison, ouais, très très positive pour Suzuki sur la piste. Alors si on parle de Johan, pour le coup, Joan Mir, son sacre, pardon, il était assez inattendu. Est-ce que ça le rend d'autant plus beau? Ouais, cette année, ça a été une saison un peu imprévisible, hein. Inattendue, je dirais pas inattendue parce qu'en fait, on s'attendait suite aux essais hivernaux en fait, à ce Mhm. qu'on passe vraiment une belle saison chez Suzuki. On savait qu'on était en bonne position. La moto qui était déjà bien l'année dernière, avec le nouveau moteur, le nouveau châssis, qui avait fait encore un pas en avant. Mhm. Et deux pilotes aussi, hein, parce que Joan Mir, l'année dernière, il avait été blessé à Brno assez lourdement. Ouais. Et puis, il a mis du temps à se remettre. Donc, on savait les deux étaient sur le papier vraiment très bien juste avant qu'on démarre. Et puis, bien sûr, après, bah, la crise sanitaire, le délai. euh, et puis, quand on est revenu donc, en juillet sur les pistes, une blessure pour Alex Rins très rapidement. Et puis, Johan qui a eu un peu de malchance, quelques erreurs aussi. Donc, ouais, c'était pas très bien parti en fait pour nous. Et puis après, parce que à partir de quelques courses, ça a commencé à se remettre. Mais c'est pas vraiment une surprise en fait. D'accord. Johan et Alex, ils ont salué ton travail. J'imagine que ça doit être plaisant pour un développeur de se faire, d'être remercié de la part des pilotes officiels. Ouais, ouais, c'est cool. J'ai vu, ils ont, ils ont, il y a eu des messages sympas. J'ai vu de la com, ouais, sur MotoGP. C'est bien parce que c'est bien qu'ils reconnaissent. Bien sûr, bon après, je suis pas sur la moto pendant la course, hein, mais on fait partie avec le test team de la phase de développement de Suzuki et c'est bien qu'ils le reconnaissent. Voilà, c'est un clin d'œil sympa. Mais bon, le mérite revient avant tout aux pilotes qui sont sur la machine, hein, sur la course. Bah, c'est certain. Ton boulot, en quoi ça consiste exactement? Et puis, en fait, en termes de validation des pièces, etc., qui va le dernier mot? Est-ce que c'est les pilotes qui sont engagés dans la compétition? Est-ce que toi, tu as déjà une première validation à faire? Comment ça se passe? Alors ça dépend en fait si c'est une nouvelle pièce, un nouveau concept. Ouais, Ça dépend de ce dont il est question. ouais. Euh, avec le test team, en fait, c'est très organisé, en fait, la manière dont on valide ou pas des concepts ou des nouvelles pièces. Ça, je dirais que ça dépend vraiment, c'est très spécifique, hein, Mais ça il dépend. arrive que tu essayes des choses que Alex et Johan n'essaieront jamais parce que tu as dit non, ça c'est pas bon ou c'est pas suffisant. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Bon, c'est mon taf, hein, Ouais, de ouais. faire le tri parce qu'eux, ils ont bien sûr un temps qui est euh, très faible au Ouais. niveau des essais. Eux, ils se focalisent vraiment sur la performance. Ils n'ont pas Mm. beaucoup de temps pour essayer des pièces ou des nouveaux concepts, d'où l'importance d'un test team. Et donc, nous, en fait, l'idée, c'est de pas leur faire perdre de temps, de leur faire utiliser le temps et le peu de temps qu'ils ont sur la piste disponible pour faire évoluer la machine pour que ça compte, quoi. Voilà. Donc, Ouais. ouais, en gros, c'est ça notre travail. Ouais. Le gel des moteurs là pour 2021, est-ce que ça va diminuer ton travail ou est-ce que ça va le modifier? Et puis, est-ce que ça vous force aussi à chercher, à explorer d'autres pistes qui sont peut-être moins coûteuses mais qui sont aussi productives? Alors, bien sûr, la situation a complètement modifié notre programme. Là, cette année, Mm. par exemple, on a
beaucoup moins testé que ce qu'on fait normalement. Hein. En 2019, par exemple, j'ai fait à peu près 10 000 km de tests. Ouais. En 2020, je n'ai pas fait la somme, mais beaucoup moins. Donc voilà, le gel, en fait, il est là. Ça a été introduit par le MotoGP pour justement pour faire face à cette situation. De toute façon, on peut pas tester. Hein. Ouais. Nous, par Ouais. exemple, avec les constructeurs, surtout avec les constructeurs japonais, le Japon a été fermé, et toujours fermé d'ailleurs. Donc, par exemple, tous les tests qu'on faisait à Motegi, et il y en avait pas mal, ça, on n'a pas pu le faire cette année. Donc voilà, par contre, pour Suzuki, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque la machine là est vraiment bonne. Donc, Ouais. ouais, donc on ne se fait pas de soucis. Par contre, pour le travail pour plus tard, pour 2022, bon, pour le moment, pour 2022, tout est ouvert, mais on ne sait jamais. Hein, ils vont peut-être aussi geler ça parce que ça va dépendre de la situation, comment ça va évoluer cette année, quoi. Enfin, l'année Ouais. prochaine. Ouais. 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 Petite question, est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer la GSVR, c'est-à-dire la précédente Suzuki de MotoGP, ou est-ce qu'elle n'existe plus du tout, cette machine? Ouais, j'avais essayé. Alors, j'avais essayé la MotoGP en 2009. Ouais. 2009. 2009 ou 2010. Peut-être 2010. Ouais. Mais par contre, avant ça, non. Et ouais, j'avais essayé la 2010, mais j'avais pas essayé longtemps en fait. C'était plutôt un cadeau de la part de. C'est Ouais. quand j'étais avec Paul Dunning et puis donc la 2010 après que Francis Bata. Mhm. Il y avait l'occasion d'essayer la machine à Brno. Voilà, j'avais essayé la machine. C'était un clin d'œil sympa, mais en fait, j'avais pas fait beaucoup de tours et il a commencé à pleuvoir rapidement. Ah, donc t'as pas trop pu te faire une idée de la moto. Non, non, j'avais fait une dizaine de tours avec. Ouais. D'accord. On va parler des motos actuelles. La M1, elle a remporté quand même 7 courses, 8 courses avec. Non, 7 courses, pardon. 7 courses. La GSX-RR, elle en a gagné 2. Ouais. Est-ce que le 4 en ligne, c'est la meilleure solution, la meilleure architecture en ce moment en MotoGP d'après toi? Alors, il y a une chose qui est assez claire hein, cette saison, surtout le début de saison, enfin le début de saison, ouais, surtout à part les quelques dernières courses, où globalement sur la durée de la saison, il semble que le nouveau pneu Michelin qui a Ouais. été amené cette année en 2020 est un pneu qui a bien convenu tout de suite aux 4 cylindres en ligne. Donc Mhm. ça pour nous, c'est assez clair. Voilà, ben, ça se retrouve au championnat. Hein. Au championnat, tous les 4 cylindres en ligne, à part Valentino qui a eu des problèmes, Mhm. ils sont devant au championnat et ils sont battus au championnat. Voilà. Après, C'est dû à quoi, selon toi? C'est une meilleure stabilité? C'est une vitesse de passage en courbe meilleure? ouais, en fait, non, en fait, le, le 4 cylindres en ligne, sa force, c'est la vitesse de passage en courbe. En Ouais. gros, hein. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. Oui, oui, Et oui. les V4 c'est plus, ils font leur chrono en fait en freinant très fort, en ayant une vitesse de passage un peu plus faible et en accélérant très fort des virages, utiliser la puissance. Euh, D'accord. donc, avec un pneu arrière un peu plus performant, ça a permis, disons, pendant un premier temps, avant que tout le monde puisse s'adapter à cette nouvelle balance de grippe, ça a Mhm. permis aux 4 cylindres en ligne de garder de la performance sur toute la course et de pouvoir garder la vitesse de passage sur plus longtemps pendant la course. Et D'accord. naturellement, en fait, le caractère de ce pneu a bien convenu aux 4 cylindres en ligne tout de suite. Après, bien sûr, tout le monde travaille très fort et puis les 4 cylindres, les V4, ils sont quand même bien revenus. Il y avait des courses où ils étaient. Donc, c'est quand même pas le jour et la nuit, mais Ouais, ouais, globalement, ouais. sur la saison, voilà, c'était une tendance. Ouais. D'accord. Parlons de Suze. Est-ce que les titres pilote et équipe peuvent inciter les grands patrons d'Amamatsu de valider un team satellite en 2022 ou bientôt? Alors, ça, c'est une possibilité. Hein. Je sais que il y a beaucoup de discussions autour de ça. Ouais. Pour le moment, je crois qu'il y a rien de décidé. Et c'est vrai que ça serait bien quand même d'avoir 4 machines sur la piste. Par exemple, cette année, pour le championnat constructeur, on a failli, avec Suzuki, le gagner alors qu'il y avait que 2 motos. Donc, Ouais. avoir plus de machines et plus de pilotes rapides, c'est sûr que ça peut être un avantage. C'est un avantage aussi pour le développement. Donc, Mm. avoir plus de feedback de différents pilotes, différents styles de pilotage.
Voilà, et puis maintenant que la machine est compétitive, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ingrédients pour que ce soit une bonne idée. Il y a de Mais l'intérêt. voilà, en réalité, après, pour le moment, je sais que c'est en discussion, mais qu'il n'y a rien de confirmé encore. D'accord, ok. Si on parle un peu du côté des pilotes d'essai actuellement, c'est pas mal de changements. Qu'est-ce que tu penses de la pige de Lorenzo chez Yam cette année? Ça a été compliqué. Bah, il n'a pas beaucoup roulé, et puis il l'a dit lui-même, hein, il s'est pas maintenu en forme pendant la saison Hmm. physique. Donc quand il est arrivé à Portimao, il était un peu perdu, le pauvre. Et il était pas vite, donc ouais, ouais, et puis il y a eu la décision donc de le changer. Bon, le problème c'est c'est sûr qu'il a pas testé. Il a testé à Sepang et il a testé euh, à Portimao. En fait, cela dit, moi j'ai testé, je n'ai fait qu'un test de plus, hein. J'ai fait un test à Misano en juin, Ouais, mais c'est Sepang, Misano et puis Portimao. Donc à un moment donné, pilote test, il faut aussi quand même, il faut garder quand même un certain régime d'entraînement pour ouais. si on monte sur la moto, c'est des machines qui sont physiques, c'est des machines qui sont donc il faut aller rouler. Tu vois, moi j'ai continué à rouler sur les circuits et Hmm. on le fait tous normalement. On est payé pour ça, hein. Ouais. Donc ouais, il l'a dit qu'il n'était pas prêt physiquement, voilà, et c'est pour ça qu'il était pas à l'aise. Euh, bon, ils ont décidé de le remplacer. Cal, il sera pour moi, ça sera un bon pilote test. C'est un mec qui fait, il fait 25 000 bornes par an en vélo, donc je pense que lui, la forme, il va la garder, hein. Ouais. Le seul petit bémol au niveau de Cal, c'est qu'il a une petite tendance à tomber. On sait, est-ce que ça peut mettre à mal le programme de développement ou c'est pas si gênant que ça? Non, après en test, Cal, c'est un pilote extrêmement rapide, bien sûr, en MotoGP, mais en test, il pourra peut-être garder justement un peu plus de marge Ouais, voilà, pour éviter de tomber. C'est mieux de pas tomber quand tu fais les tests, que souvent tu testes des prototypes ou des pièces où il y en a qu'une. Donc, ouais, il faut éviter de les couper en deux tout de suite. ouais. Mais à mon avis, c'est un rôle qui va bien lui convenir. D'accord, ouais. En termes de mise au point, tu le connais un peu ou? Akal, je le connais très bien, ouais, on est Ouais, potes. Ouais. d'accord. Non, ce qui était rigolo, c'est que Alpine Star, donc son équipementier, l'a remercié sur les réseaux sociaux. Et il a répondu que ouais, il avait bien testé le matériel d'Alpine Star, hein, que c'est sûr que c'était un bon étendard, quoi. Ah ouais, puis il a toujours le bon mot, Cal. Ouais, ouais, bah, c'est sûr, il s'en est pris, hein. Je crois qu'il est tombé, j'avais vu une stat sur les 10 dernières années, il est tombé 179 fois pendant les week-ends de course. Donc ça, Ouais, c'est compter les tests. Donc en gros, il est tombé plus de 200 fois en 10 ans, quoi. Ah, ça commence à faire. c'est sûr. Il a de l'expérience. Il est solide, il est solide. Bon, un truc peut-être un peu moins rigolo, mais l'affaire Andrea Iannone, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, avant tout, je pense que c'est vraiment dommage pour le MotoGP parce que Ouais, c'est un pilote qui a du caractère, c'est un pilote qui a quand même euh, qui est différent, quoi. Voilà, ouais, et bien sûr, il y a le côté people, le côté euh, voilà, le côté fashion. Il est people, Andrea, mais ouais. quand même c'est un caractère et puis surtout c'est un grand talent en fait parce que Andrea, bon, moi j'ai bossé avec lui donc chez Suzuki. Mhm. C'est un mec qui a énormément de talent en fait. Il pilote d'une manière unique et il est très très fort, hein. Sur certains circuits, il est franchement vraiment incroyable, hein. Il est très très Mhm. fort. Donc c'est vraiment dommage. Déjà, la première chose, c'est que c'est dommage pour le championnat de perdre un mec comme ça, un caractère comme lui Mhm. et un talent comme lui. Après, est-ce qu'il aurait dû faire autrement ou quoi? Ça, franchement, c'est son affaire à lui, hein. Ouais. Ouais, pour moi, c'est dommage. C'est dommage. Et je pense qu'il aurait encore et qu'il y avait encore des choses à apporter en MotoGP. Et là, 4 ans, le problème, c'est que 4 ans, c'est vraiment une grosse punition, quoi. Ouais. Ouais. Donc, ouais, très dommage. Et toi, quand tu roulais en compétition, enfin, tu fais toujours des piges, mais est-ce que tu faisais particulièrement attention à ton alimentation, à tes éventuellement tes traitements, médicaments, etc. Comment tu suivais la chose? Ah ouais, ouais, faut faire gaffe. On fait partie donc euh,
des sports qui sont contrôlés donc pour les substances doping. Donc, il faut faire gaffe. Il y a une liste. On sait se caler. Il faut faire attention à pas ingérer ou pas. Voilà, faire attention de rester sans avoir de drogue comme ça dans le système, parce que un contrôle, il y en a en plus assez régulièrement. Donc, ouais, ça fait partie. Il faut, comme tous les autres sports contrôlés, il faut respecter le règlement. Ouais. Bon, après, cette année, il n'y a eu aucun contrôle positif. Et puis, dans l'histoire, les pilotes sanctionnés, finalement, il y en a très peu. Enfin, il y a Aga ou West ou quelques-uns. Quel est l'intérêt pour un pilote moto de se doper, si ce n'est peut-être battre des records de vélo à l'entraînement, ou je ne sais pas. Alors là, aucune idée. Non, en fait, la moto, bien sûr, le MotoGP, c'est devenu maintenant un sport, et la moto en général, hein, le sport élite moto, c'est un sport qui physiquement, c'est pas facile, hein, physiquement. C'est exigeant. Donc, ouais, bien sûr, très exigeant. Quand on fait des Pour courses la comme ça. récupération, peut-être alors. Pardon? Pour la récupération, peut-être. Ouais, je sais pas, la récup ou les blessures ou quoi, mais c'est maintenant un sport où il y a des très petites différences aussi. Donc, Ouais. c'est normal qu'on soit contrôlé pour les substances comme ça, et c'est normal qu'il faille le respecter. Voilà, c'est un sport élite. Donc voilà, il faut respecter les règles, quoi. Ok. Parlons un peu de Joan Mir aussi, qui n'a que 23 ans finalement, mais il a l'air assez mûr, parce que je vois par exemple dans une interview tout récemment, il a relativisé la pression qu'il avait en étant leader du championnat, en parlant de la pression des gens lambda qui doivent tout simplement survivre en ces temps difficiles, etc. Est-ce que tu reconnais le Joan Mir que tu côtoies? Est-ce que c'est son caractère à lui? Ouais, exactement. C'est un jeune garçon qui est intelligent, qui comprend ce qu'il fait, c'était bien cette remarque, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut relativiser, hein. C'est vrai que c'est pour nous, quand on est dans le sport, et que pour les équipes qu'on sacrifie comme ça tout ce temps, l'entraînement, on pense qu'à ça, hein. Lui, en tant que pilote, tu penses qu'à rouler. Il y a beaucoup de sacrifices. On passe beaucoup de temps loin des familles, loin des amis. À 20 ans, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien aller faire la fête. Voilà, et les pilotes MotoGP, c'est des machines, hein. Ils s'entraînent, ils font pas. Voilà, donc il y a des sacrifices à faire. Mais c'est vrai qu'à la fin du compte, quand même, on tourne en rond sur un circuit, hein. Ouais. C'est notre boulot de tourner en rond le plus vite possible sans tomber, quoi. Donc, il y a des choses plus importantes dans la vie, et je pense que c'est important d'en avoir conscience, mais de l'exprimer comme ça, ça montre voilà, une compréhension Une vraie maturité. du monde dans lequel il évolue, et de la compassion aussi, parce que c'est vrai qu'avec cette pandémie, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont quand même dans la merde. Donc, voilà, comme il l'a dit, lui, s'il est champion du monde ou vice-champion, ça va pas lui changer la vie, quand même. Et ça va aller pour lui, pour payer Le loyer. le chauffage cet hiver, ça va aller. Donc, c'est important quand même de faire des remarques comme ça, et je trouve que c'est louable, parce que c'est surtout pour un jeune pilote comme ça, voilà, c'est louable, ouais, bien sûr. Et tu en as parlé brièvement, mais c'est vrai qu'il avait une grosse blessure l'an dernier en République tchèque. Et lui-même avait dit que ça avait changé un peu sa vision de la vie, l'importance d'être en bonne santé. Est-ce que ça a modifié son approche de la compétition aussi? Est-ce que ça a pu jouer? Ouais, c'est possible, ouais, parce que c'était vraiment une grosse blessure qu'il a eue, avec des problèmes pulmonaires. Donc, en fait, il a tapé dans la barrière très, très fort. Ouais. Bien sûr, on se pose des questions. Les chutes comme ça, ou les blessures comme ça, il y a toujours un aspect psychologique, ça c'est évident. Et surtout pour les garçons intelligents comme lui. Ouais. Et ouais, bien sûr, ça, on se remet en question. Les grosses chutes, ça fait réfléchir. Ouais. Justement, alors, il y en a un qu'on n'a pas vu cette année, c'est Marc Marquez, où on l'a vu un tout petit peu au tout début. Est-ce qu'il a pêché par orgueil? Est-ce que en essayant d'effectuer cette remontada, il s'est pas éliminé tout seul finalement? Non, je pense qu'il a fait. En fait,
un peu un paradoxe, mais en fait, il est tombé quand il a commencé à se relaxer. Ouais. Donc, il est remonté comme une balle. Il était arrivé, il restait quelques tours. Il arrive derrière Maverick. Il sait qu'il est plus vite que Maverick, donc il va finir second. Il a vu que Fabio est trop loin, donc il ne peut pas aller le chercher. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Et il a dit le moment où j'ai commencé à calculer, à me dire bon, bah là, il faut que j'assure, je vais pouvoir faire second. C'est là où il est parti à la faute. Je pense qu'il était en état de grâce sur sa remontée. Ouais. Et au moment où il a déconnecté l'état de grâce, c'est là où il est parti à la faute. Et voilà, malheureusement, il n'a pas eu de chance parce que son bras, c'est la moto qui lui casse. Il se fait taper dedans par la machine. Et même si c'était une grosse chute, en fait, il s'en aurait sorti. OK, il n'y aura pas eu de problème. Ouais. Là, ouais, la machine qui lui tape dans le bras et donc ça lui casse le bras. Ouais. Alors après, on ne compte plus les sauvetages miraculeux de Marc. Hein. Il y en a des tonnes et des tonnes. Est-ce qu'à force de chercher, il risquait pas de trouver la blessure comme ça? Ah, ben c'est sûr qu'il est tout le temps. Enfin, Alors, tout le monde, je pense, à la limite, bien sûr, tous les pilotes sont à la limite, mais lui, forcément, c'est quand même un spécialiste. Il nous a fait des, des glisses de l'avant, des sauvetages de malade. Et non, ben, ça fait partie de la vie de pilote, que ce soit lui ou un autre. On part tous à la faute à un moment donné. Et ces mecs-là, ils sont tout le temps à la limite. Donc voilà, ça arrive, comme c'est arrivé à Alex Rins aussi le premier week-end. Il est parti à la faute, l'épaule cassée, déboîtée. Voilà, ça fait partie du métier, malheureusement. Et justement, tu parlais des conséquences après psychologiques, peut-être aussi physiques, que ça va avoir sur Marc. Est-ce que ça va le calmer à l'avenir ou est-ce que le naturel reprend toujours le dessus? Aucune idée. Déjà, on ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir revenir. Pour le moment, ils ont annoncé l'année prochaine, mais c'est tout le temps en délai. Donc, en fait, l'étendue de sa blessure, je pense qu'il n'y a que lui qui le sait vraiment, Ouais. ou son entourage en tout cas. J'espère qu'il va pouvoir revenir à 100% l'année prochaine. Voilà. Bah, Le il problème, c'est que faudrait. pour le moment, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a un problème avec le radial. On ne sait pas. Voilà. Mais là, une absence de toute la saison, c'est quand même une absence très longue. Ouais. Donc voilà, mais je pense qu'il n'aura pas de problème à se remettre dans le rythme. Ça, je pense que c'est quasiment sûr. Par contre, c'est surtout la blessure qui est inquiétante. Oui, il faut qu'il revienne en pleine forme la saison prochaine pour que Johan Mir le batte à la régulière. Ouais, ça serait beau. Ça va être intéressant d'ailleurs. Voilà, le rêve, c'est qu'il revienne à 100%, qu'il n'y ait plus de problème avec son bras. Et voilà, qu'on voit donc cet affrontement avec tous ces jeunes pilotes, pas seulement Johan. Il y a Tous Rins ces aussi qui s'est pilotes. battu. Ouais, Ouais, qui s'est blessé en début de saison. Il faudrait le voir à 100% aussi. exact. Toute la relève. Et puis cette année, ils ont évolué. Donc le Cher n'était pas là. Ils ont évolué sans Marc. Et ils ont tous, pour moi, pris en confiance. Ils ont tous grandi pendant qu'il n'était pas là. Donc ça va être un clash hyper intéressant. Ouais. Donc j'espère que Marc va revenir et qu'il sera à 100% et qu'ils vont nous offrir du spectacle, quoi, parce que ça promet en tout cas. Ouais. Ouais. Parlons un peu de Suzuki et du côté business, même si bon, tu n'es pas directement peut-être dans les petits papiers, tu ne sais pas exactement tout ce qui se passe, mais je pense que c'est quand même intéressant. Déjà, on t'a vu rouler sur la GEX 100e anniversaire au Mugello. C'était à quelle occasion ça? L'occasion de la présentation, en fait, donc Suzuki cette année D'accord. a sorti un exemplaire spécial avec les coloris, donc sans coloris, en fait, c'est une référence au début des années 60. Alors, les débuts des années 60, donc quand Suzuki est arrivé En dans grand. des Grands Prix, Ouais. voilà. Et c'était la moto de Degner, donc qui était avec ses couleurs. Et Ouais. voilà, donc c'est le 60e anniversaire de Suzuki en Grand Prix et le 100e anniversaire de l'incorporation de la boîte. Donc voilà le coloris, l'origine du coloris spécial. Et là, c'était la présentation en fait en Italie. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit ça te plairait de venir à Mugello faire 2 journées au Mugello. Bah Écoute, oui. pas m'envoyer 2 invitations, donc j'y suis allé direct. Voilà. C'était sympa, c'est super. On a passé 2 jours top et puis c'est toujours un plaisir d'aller là-bas au Mugello. Ouais, 2 jours vraiment royal. C'était avec la moto. C'est une moto complètement de route, juste avec des slips. Mais en fait, on s'est bien marré. Il y avait un groupe Suzuki qui était sympa et tout, c'était top. Ouais. Les ventes de sportives, elles se comptent plus par milliers, hein, c'est plus comme dans les années 80-90.
Les sportifs sur route, c'est fini, même en Grande-Bretagne, je pense, parce que c'est vrai que c'est des fans de sportifs. Je connais pas trop les chiffres de marché, mais ouais, ce que j'ai entendu, ouais, c'est que maintenant c'est une part de marché un petit peu moins importante qu'avant. Mais bon, il y a toujours cette. Je pense que l'image de la sportive, elle est hyper importante aussi parce D'accord. que c'est un rêve, avoir une machine qui ressemble à la machine de MotoGP ou qui est issue de la machine de MotoGP, c'est un rêve pour les motards ou pour aller faire des track days ou voilà, donc les gens du circuit. Donc ça reste important. Et puis ces machines maintenant, franchement, sur les circuits, c'est génial, quoi. La moto de route avec des slicks ou même avec des pneus un peu sportifs, sur le potentiel de la machine déjà complètement d'origine du magasin, quoi, direct sur le circuit, c'est top. Donc je pense que ces parallèles-là, ils sont quand même importants, même si, même si en volume, c'est moins qu'avant. Ouais. Il y a toujours, voilà, il y a toujours ces paramètres qui sont importants. Il y a un petit paradoxe chez Suzuki parce que cette année, ils fêtent leur anniversaire et dignement parce qu'ils remportent le titre en MotoGP. Et puis, du côté commercial, ils s'endorment un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, il n'y a pas beaucoup de nouveaux modèles. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu espères qu'ils vont réinvestir un peu le côté commercial, sortir des nouveaux modèles? On pense au Bandit, à la Yabusa, il y a plein de modèles qui ont disparu, quoi. Ouais, ça c'est pas enfin bien sûr c'est pas mon domaine ça, mais oui j'ai entendu parler qu'il y a des projets qui sont en train de voilà qui sont en plein travail, donc on espère bientôt. Ouais. Je pense notamment à ton boss actuel, Sahar Hassan, parce qu'il est à l'origine de la GSX-R 1000 actuelle. C'est ça. Tu pourrais pas lui passer un petit message, lui demander qu'il nous fasse une petite GSX-R 750, tu vois, un truc de 130 chevaux, 190 kilos, une électronique pas trop chère, tu vois, une bonne suce, quoi. Ouais, ouais, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein. On en parle souvent d'ailleurs parce que en fait, Sarah Hassan, c'est bien sûr un passionné de course moto, de MotoGP et de course en général. Et puis voilà, quand le team MotoGP s'était arrêté, donc il est devenu project leader donc de la Suzuki GSX-R de route, la moto actuelle de la moto de route, et il est revenu en fait sur le projet Suzuki MotoGP en même temps que moi en 2017, juste après en fait, quelques Ouais. mois après. Et on se connaît bien d'avant et puis bien sûr de maintenant. Voilà, donc on en discute souvent. Moi, mon rêve, ça serait que Suzuki fasse une série limitée de genre de petites MotoGP réplica. Ça serait génial. Ouais. Parce que la machine, elle est tellement belle, elle est tellement efficace. Ça serait une machine phénoménale. Mais bon, après, voilà, on peut espérer des projets comme ça. Est-ce que c'est vraiment faisable? Je sais pas, j'espère. Ouais. D'accord. On sait que tu roules aussi beaucoup avec ta GSX R 1000 perso. Et d'ailleurs, elle a bien changé depuis notre dernière interview. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tu l'as préparée? Ouais, ouais, ça continue d'ailleurs. Elle est d'ailleurs là, je l'ai amenée là, il y a pas longtemps, euh, donc au garage où il s'occupe de faire des upgrades. Donc là, cet hiver, ça va bosser. L'année prochaine, ça va être un piscine total. D'accord. Petit à petit, voilà, petit à petit. Bon là, les vidéos YouTube, j'ai un peu calmé parce que j'ai pas eu le temps en fait. J'étais tout le temps à droite à gauche, les courses, les commentaires avec Canal. Ça a été assez busy là, les dernières semaines, mais ouais, la machine elle continue à évoluer et puis je continue à me faire plaisir avec sur circuit dès que j'en ai l'occasion. Ouais. Il y a une autre GSX-R qui s'annonce pas mal du tout. C'est celle du team fusionné maintenant de Yoshimura et du CERT, qui sont champions du monde aussi cette année. Bravo, bravo Sus. Est-ce que tu vas rouler pour eux ou pas? Alors pour le moment, il y a rien on peut rien confirmer pour le moment, mais Ouais. ouais, le projet est magnifique. C'est bien sûr une machine, la machine Yoshimura que j'ai pilotée les dernières années aux 8 heures de Suzuka, donc je la connais bien. Et l'endurance, c'est une catégorie. Donc j'ai roulé 8 heures avec. Donc ma première course était avec le CERT d'ailleurs en Ouais. 2010 à Ouais. Doha pour la finale.
Et puis, donc, j'ai fait trois fois les 8 heures de Suzuka avec la Yoshimura. Et voilà, le projet, enfin, l'endurance, c'est une catégorie qui m'intéresse. J'ai jamais fait une 24 heures, par exemple. Et je pense que dans la vie d'un pilote, c'est quelque chose, il faut en faire l'expérience. Donc voilà, on verra. En tout cas, c'est génial que Suzuki donc, donne son soutien encore plus important au CERT et qui est ce rapprochement. Ça va être un projet vraiment magnifique, ça. Ouais. Bon, bah, du coup, on reste connecté, tu nous tiens au courant. Voilà, c'est ça. D'accord, on fait comme ça. Merci Sylvain de nous avoir accordé tout ce temps. Je t'en prie, ouais, avec plaisir. Et puis, bon confinement malheureusement, et puis joyeuses fêtes quand même. Hein. Ouais, ça va. À plus, Mathieu. À plus, ciao. Salut.